Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, Muhammadu Buhari est le nouvel homme fort du Nigeria. Le candidat de la All Progressive Congress est le vainqueur de l'élection présidentielle avec 15 millions de votes contre 13 millions pour son principal challenger, le président sortant, Goodluck Jonathan. Et puis sur place au Cameroun, grand chantier dans la ville de Douala, les travaux sur le deuxième pont sur le Vouri piétinent. Le ministre des Travaux publics a d'ailleurs affirmé qu'aucun délai ne sera accordé aux responsables de ces chantiers. Patrice Ambassala était donc à Douala ce jour pour visiter ces différents chantiers. Et en sport, le canon sportif de Yaoundé traverse des moments très difficiles. Le club le plus titré du Cameroun occupe actuellement la dernière position au championnat de première division. Les supporters du Bakoum indexent la dernière équipe dirigeante d'être les responsables de cette situation. Et dans la deuxième partie de ce journal, c'est l'une des artistes les plus en vue au Cameroun, la diva de la chanson camerounaise. Charlotte Dipanda viendra nous présenter son troisième album. C'est l'invité de ce journal. A tout de suite. Direction Nigeria où Muhammadu Buhari vient d'être élu président de la République. Le candidat de l'opposition a obtenu 15,4 millions de votes contre 13,3 millions pour le président sortant Goodluck Jonathan. Ces résultats qui attendent d'être confirmés par la commission électorale indépendante et accueillis en triomphe par l'opposition nigériane. C'est la première fois au Nigeria qu'un gouvernement sortant sera chassé au pouvoir par les urnes. C'est déjà la fête au All Progressive Congress dont Muhammadu Buhari est le candidat à la présidentielle. Âgé de 72 ans, l'ancien général d'armée qui fut à la tête d'une junte militaire dans les années 80 et qui s'est présenté pour la 4e fois à la présidentielle depuis le retour du pays à la démocratie en 1999. Il a orienté avec succès sa campagne électorale sur la lutte contre la corruption économique qui gangrène le Nigeria depuis l'an dernier. Première puissance économique d'Afrique, le Nigeria. Et sur les différents chantiers qui attendent le nouveau président du Nigeria élu, je propose de suivre ce reportage de nos confrères de France 24. Dans le nord du pays, la population est rassurée que le scrutin se soit globalement bien passé. Nous avons beaucoup d'attentes. C'est la première fois que nous avons assisté à une élection comme celle-là. Tout le monde est content. Pourtant, ici, ce mardi, les magasins sont restés fermés. On craint encore des émeutes post-électorales, comme en 2011 lors du dernier scrutin. Éviter tout débordement, ce sera donc le premier défi du nouveau président. Et de manière plus globale, assurer la sécurité. La sécurité dans un pays où une partie du nord est traversée par la violence de Boko Haram. La secte islamiste, qui a récemment fait allégeance à l'organisation de l'État islamique, a de nouveau frappé ces derniers jours, lançant des raids meurtriers dans les États de Gombe, Bauchi et Borno. Rien que l'année dernière, les victimes de Boko Haram se comptaient en milliers. Nul doute que le nouveau gouvernement devra renforcer sa lutte contre l'organisation terroriste. Dans ce bus de la capitale, les passagers ont également d'autres préoccupations. Moi, je n'ai pas de problème. J'aime mon pays. Il y a seulement la corruption. Je veux qu'elle disparaisse. Autre défi, la situation économique. Car avec la chute des prix du pétrole, 95% des recettes du pays sont menacées. La naira, la monnaie nationale, continue de plonger face au dollar. Les temps s'annoncent donc difficiles pour la première puissance économique d'Afrique. Une puissance où la pauvreté ne cesse de grimper. 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. 3 millions de personnes dans le nord du Nigeria n'auront pas accès aux besoins alimentaires de base à partir de juillet 2015, sauf s'ils reçoivent une aide humanitaire. Avec plus de 170 millions d'habitants, le Nigeria est aussi le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est donc une nouvelle page de l'histoire de la politique du Nigeria qui vient de s'écrire avec cette élection de Muhammadu Buhari comme président de la République.
Sur le plan local, on s'intéresse au chantier routier à Douala. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé aux entreprises en charge des travaux. Si tout semble bien se dérouler au niveau des pénétrantes est et ouest de la ville, ce n'est pas le cas pour le second pont sur le Vouri qui accuse un retard. C'est le constat qui se dégage au moment où le ministre des Travaux publics a eu à effectuer une visite sur le site de ces différents chantiers. C'est dans ce reportage de Jean-Denis Peck et Oriol Tchoumi. Le 20 janvier 2015, un chaland a heurté l'estacade montée sur le fleuve Vouri en vue de la construction du second pont. Jusqu'à ce jour, les travaux en rivière sont suspendus. Pourtant, il ne reste que 14 mois avant la livraison de cet ouvrage qui a débuté le 13 novembre 2013. Il est bon avec la distance entre le pont et le rond-point, il est bon que nous puissions diffuser convenablement la circulation à ce niveau-là, que nous éliminions le conflit entre le train et la route. Ce n'est pas parce qu'on est à 49% de ci qu'on ne va pas rattraper les 100%. Donc le délai et le rythme est bon. Le programme d'exécution est bon, on n'a pas peur de ce côté-là. L'aménagement de l'entrée ouest de la ville de Douala a débuté le 6 janvier 2015. Les résultats attendus au 31 décembre 2015 portent sur les terrassements à exécuter sur 5 km et la couche de base à réaliser sur 2 km. Mais pour le maître d'œuvre, la station électrique de Bonassama est un handicap. Il a été recommandé de déloger cette station électrique avant le début des travaux. Nous pensons que si on lève la contrainte de déplacement des réseaux, haute tension, moyenne tension, basse tension, l'entreprise va véritablement gagner tout son temps et travailler comme nous attendons qu'elle le fasse. Patrice Ambassala, qui a évalué l'état d'avancement et apprécié la qualité des travaux, préside ce mercredi une réunion de chantier avec les entreprises adjudicataires et les missions de contrôle des différents projets. Les travaux d'aménagement de la pénétrante est de la ville de Douala sont rendus à leur 16e mois d'exécution. On apprend ici qu'ils avancent considérablement. Un problème persiste tout de même, c'est au niveau des bordures de route et des canalisations qui ne sont exécutées jusqu'ici qu'à hauteur de 15%. Pour ce qui est du second pont en chantier sur le fleuve Vouri, les fondations sont réalisées à hauteur de 49%, les piles chevettes à hauteur de 14% et les travaux complémentaires à hauteur de 34%. Au cœur des chantiers routiers dans la ville de Douala, Jean-Pierre Poundeux, Jean-Denis Peck et Oriol Tchoumi pour Equinox Télévision. L'actualité autour de l'Assemblée nationale dans ce journal, la question de la double nationalité qui concerne 3 millions de Camerounais suscite un véritable élan de solidarité entre le RDPC et le SDF. Du moins, ces députés souhaitent la résolution de cette question qui n'est pas forcément du goût de la hiérarchie du groupe parlementaire du RDPC. Voyons tout cela avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Les frontières politiques s'effritent à l'Assemblée nationale. Du coup, RDPC et SDF n'hésitent plus par exemple à enfourcher le même cheval. C'est le cas actuellement à propos d'une pétition relative à la double nationalité et à laquelle adhère entièrement le SDF. Il y a certains députés au sein de ce groupe-là, du RDPC, dont l'honorable Mbiam, qui ont décidé d'aller vers une pétition à la présidence de la République pour faire bouger les choses. Et donc, il est tout à fait naturel que le groupe SDF auquel j'appartiens, qui a déposé cette proposition de loi, adhère à cette pétition-là. Cette initiative ne rencontre pas cependant l'adhésion du groupe parlementaire du parti au pouvoir, qui ne s'est pas privé de taper sur les doigts des frondeurs. Aussi, ces derniers se font plutôt discrets après cette rude leçon sur la discipline du parti. Ils ne souhaitent donc en aucun cas s'exprimer sur la question. Pour eux, il s'agit simplement d'un rappel au président Paul Biya d'une de ses promesses de campagne, et rien de plus. Quant au sort de la proposition de loi du SDF sur la double nationalité, le premier parti de l'opposition continue la bataille. Nous bousculons pour que la conférence des présidents puisse l'examiner et la présenter en commission pour en débattre. Il est urgent et important que des choses soient faites au niveau de cette question de la double nationalité pour régulariser la situation de millions de Camerounais là-dehors. La double nationalité a été proscrite au Cameroun en 1968 à la faveur d'une loi du régime Ahidjo qui visait à brider les ambitions de l'Union des populations du Cameroun UPC et plus généralement de la diaspora à conquérir le pouvoir. Cette loi est restée inchangée depuis lors.
Entre 2002 et 2012, il faut dire que près de 62% de la population d'éléphants de la sous-région Afrique centrale a été décimée. La tendance semble d'ailleurs à la hausse selon les chiffres avancés par la World Wild Fund qui justifie cette situation par la montée du coût de l'ivoire sur le marché mondial. Plus de précisions avec Jean-Denis Peck et Eric Martial-Djoum. Un pachyderme abattu, de nombreuses carcasses de ses congénères tout autour. La barbarie aveugle et égoïste des hommes en quête d'ivoire laisse des scènes horribles. Une femelle éléphant ne peut mettre bas en moyenne qu'une fois tous les 4 ans. Et pourtant, en 2014, ce sont 250 pointes d'ivoire qui ont été saisies des mains de trafiquants, des pointes en provenance de l'Est et du Sud du Cameroun. En 2012, ce sont plus de 250 éléphants qui ont été tués dans un massacre au Cameroun. Plus de 10 éléphants ont été abattus en janvier 2015 dans le parc national de Boubadida. La cote d'alerte a depuis été atteinte. L'éléphant est classé parmi les espèces en voie de disparition au Cameroun. La porosité des frontières, les complicités villageoises, l'implication des hautes autorités de l'État et la montée du prix de l'ivoire sur le marché mondial sont quelques facteurs catalyseurs. Il est à préciser qu'un kilogramme d'ivoire vaut à peu près 300 000 francs CFA. L'ivoire est un produit qui est de plus en plus demandé sur le plan national que sur le plan international, avec pour conséquence une montée vertigineuse du prix du kilogramme de ce produit-là. Bien plus, la formation peut adapter des agents de protection de la forêt et de la faune et leur équipement dérisoire les rend impuissants face aux braconniers. On trouve les braconnages faits avec maintenant les armes de guerre, c'est-à-dire les kalachnikov et puis en grande vigueur, surtout les braconnages pour l'ivoire. La législation camerounaise et même sous-régionale semble bien souple pour décourager les braconniers, d'où le statu quo dans l'abattage sauvage. On parle de la reclassification des infractions à la loi faunique qui aujourd'hui sont pour la plupart des délits et des contraventions, mais qui vont passer et qui seront classés maintenant crimes. Et cela veut dire que les pénalités seront plus sévères et les peines d'emprisonnement notamment iront au-delà de 10 ans d'emprisonnement. Si rien n'est fait, les éléphants disparaîtront du territoire camerounais dans quelques années. D'autres espèces comme le rhinocéros noir ou encore le lycaon ont déjà été effacés de la surface du Cameroun par les braconniers que d'aucuns qualifient de criminels. Enseignement supérieur, l'université de Douala sera ouverte, du moins c'est la cité universitaire de Douala, sera ouverte qu'en septembre, en octobre prochain. Le recteur de l'université de Douala annonce la fin des travaux en septembre 2015. Dieudonné Oyono affirme que c'est l'une des priorités du budget programme de cette année, en cours et évalué en recettes et dépenses à hauteur d'un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Le recteur compte également finaliser la bibliothèque numérique et l'éclairage du campus 1 pour assurer la sécurité des étudiants. Les révélations faites ce mardi à la salle des actes de l'école doctorale Sizo-Quartier Akwa, qui a accueilli la 34e session du conseil d'administration de cette institution. Sur les priorités que devrait donc accorder le budget programme, voici les explications du professeur Dieudonné Oyono au micro de Flavien Valondongo. Bon, nous avons un certain nombre de priorités. La restauration de la cité universitaire. La deuxième, c'est celui de l'éclairage public dans tout le campus 1. Et nous avons une provision pour installer des lampadaires solaires sur toute l'étendue du campus. Parce que vous savez que les étudiants vont intégrer la cité à partir du mois de septembre prochain. Il faut qu'ils vivent dans des conditions de sécurité. Le troisième gros projet, c'est la finalisation de la bibliothèque numérique. Comme j'ai déjà eu à le dire, nous sommes en train d'installer 3 bornes numériques qui auront une capacité de téléchargement de 500 000 ouvrages avec des liseuses qui pourront chacune télécharger 500 ouvrages. Car comme vous le savez, nous sommes à la 3e année de notre budget programme triennal et nous voulons conclure
cette troisième année avec la finalisation de ces projets pour le grand bénéfice des étudiants. On parle à présent de l'actualité autour de la mairie de Douala 5e pour dire que les 60 jours impartis pour organiser de nouvelles élections afin de trouver un nouvel exécutif communal sont largement dépassés. Entre-temps, l'on note que les batailles de succession sont ouvertes, les enjeux sont énormes et les acteurs ainsi que les aspirants très nombreux. Nos reporters, Séverin Touban et Eric Martial Ndjomo, ont tenté une esquisse d'explication dans ce reportage. Ambiance lourde au quotidien à la mairie de Douala 5 en attendant l'élection d'un nouveau maire. Les intentions de candidature sont nombreuses, on parle d'une douzaine, parmi lesquels les adjoints au maire et plusieurs conseillers tels Salomon Tsobnif, fils de la défunte maire. De fait, tout membre du conseil municipal peut aspirer à cette fonction. Le RDPC, avec ses 43 conseillers majoritaires et dont la première certitude est levée, le futur maire sera issu de ce parti. D'où la prudence du troisième adjoint, Jacob Kiari, aspirant non encore déclaré, qui précise que c'est le sommet du parti qui assurera l'investiture. Même un conseiller peut prétendre au poste de maire. Je crois que la tutelle, le moment venu, aura réuni l'ensemble des conseillers que constitue la commune de Douala 5e. Et à l'issue, n'est-ce pas, un maire sera tout simplement choisi par les conseillers. Cette pensée est partagée par Abel Elimbilobé du Social Democratic Front pour qui une non-investiture d'un candidat par la hiérarchie du RDPC ouvrirait la porte à l'opposition, ceci pour un positionnement. À l'intérieur du RDPC, le principe de l'investiture existe. Donc le RDPC investira un candidat. C'est un peu absurde de voir les conseillers RDPC se bousculer pour chacun candidat. L'éventualité d'un tel scénario étant peu envisageable, les conseillers SDF, MRC, UPC et PADEC lorgnent plutôt quelques postes d'adjoints au maire, ceci en application des textes sur la configuration. Ce qui a prévalu dans les autres communes en termes de partage des postes d'adjoints au maire, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, qu'on le fasse aussi à Douala 5. Parmi la douzaine d'aspirants au poste de maire de Douala 5 figurent 3 dames. Un certain courant pense tout aussi que cette mairie ayant été gérée par une dame jusqu'à son décès, il serait logique qu'une autre la remplace. L'aspect sociologique vaut son pesant d'or dans ces jougs électoralistes à Douala 5e. De quelle ethnie devrait être issu le nouveau maire? Chacun y va de sa réflexion. En attendant la convocation du conseil municipal en session extraordinaire, c'est le branle-bas général. Les camps et les alliances se forment, les lobbies actionnent leurs machines. Les candidats à la candidature, tous issus du RDPC, attendent l'ordre du secrétariat général du comité central. À présent et en images, les accidents vasculaires cérébraux préoccupent les populations du département du Mungo. Eh bien, plusieurs cas ont été enregistrés dans les différents centres hospitaliers. Il faut agir afin de barrer la voie à la maladie. Les élites du Mungo, sous la houlette du préfet Thomas Ona, ont organisé une séance de travail. La réunion, qui avait pour cadre la salle des actes de la communauté urbaine de Konsamba, a porté sur la sensibilisation des populations sur les risques ainsi que les précautions afin d'éviter les AVC. De l'avis des spécialistes de santé présents à cette conférence, un adulte sur 4 souffre de l'hypertension et est sujet à faire un AVC. Nous parlons à présent de culture, comme nous l'annoncions d'ailleurs en titre. Charlotte Dipanda fait son comeback. La nouvelle diva de la chanson camerounaise s'apprête à offrir 2 spectacles inédits à Yaoundé et Douala au Cameroun. Au menu, la présentation de son 3e album Massa, sorti il y a quelques semaines seulement. Je propose à cet effet d'écouter la nouvelle diva de la chanson camerounaise au micro de Serge Alaouk. Pour une présentation d'album, c'est déjà raisonnable de faire 2 spectacles. Maintenant, il n'est pas exclu que je revienne en plein milieu d'année pour faire d'autres événements, mais là pour la présentation d'album, je pense que c'est raisonnable. C'est pour inciter les gens à courir et à venir, à se dire je veux être le premier à avoir le premier spectacle sur le nouvel album. C'est ça l'intérêt. Déjà j'ai pris quelques centimètres
C'est pas vrai quand ils disent qu'à un certain âge on ne grandit plus, mais là je sens que j'ai un peu grandi. Mais oui, parce que musicalement, déjà sur ce projet, on s'est autorisé une ouverture, mais surtout de se dire que j'ai hâte en tout cas de présenter le nouveau spectacle au public, parce que on a travaillé pendant des mois, les répétitions et tout ça, et maintenant le moment est arrivé de partager et de surtout montrer tous les efforts. Vous avez là quelques notes du titre phare du 3e album de Charlotte Dipanda. Elle est l'invitée de ce journal. La suite, c'est avec cette découverte macabre faite du côté d'un Konsamba dans le département du Mungo, où le corps sans vie d'une jeune fille âgée d'environ 23 ans a été retrouvé inerte dans sa chambre au quartier 8 de cette ville. Ce sont le voisinage qui, ayant constaté l'absence de la jeune fille, a entrepris donc de défoncer la porte de sa chambre. On a donc retrouvé la jeune fille inerte sur son lit. Il faut dire qu'elle était élève dans un centre de formation professionnelle de la ville de Konsamba. Les médecins légistes ainsi que les forces de l'ordre sont descendus sur les lieux du drame où une enquête a été ouverte. Toujours dans ce registre d'insécurité routière, avec cet accident grave de la circulation qui a fait 2 morts à Banganté, c'est dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. On parle d'une collision entre un gros porteur et une semi-remorque. Plus de précision avec Jérôme Nassi-Sobzé. Nous sommes lundi 30 mars 2015. Il est un peu plus de 12 heures dans ce petit village de Banganté qui porte le nom de Fetap. Au fond de ce ravin, on aperçoit ce gros porteur de l'agent de voyage Maryland. Cet engin, parti de Konsamba, transportant 70 personnes et qui se rendait à Yaoundé, a fini sa course dans ce ravin après avoir fait plusieurs tonneaux. On est quitté là-bas. En descendant ici, on a trouvé une violente pluie. Bon, dans la pluie, j'étais derrière, mais j'ai vu la semi-ci à temps. J'ai vu son plateau. Avant que le chauffeur me voie bien, il a vu le plateau de la semi. Bon, on est venu frapper sur le plateau d'abord. Le chauffeur en voulant esquiver toujours qu'on allait frapper sur le truc là. Que ça nous a amené là-bas. Bilan, 2 morts et plus de 35 blessés graves qui ont été tous transportés à l'hôpital district de Banganté. Arrivé juste au niveau du carrefour Bazou, devant l'entrée qui arrivait Bazou là, une violente pluie s'est abattue sur la route. Le chemin faisant, nous avons vu un semi-remorque vide qui roulait à vive allure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu le chauffeur en train, puisque j'étais à la cabine. Le chauffeur appuyait sur le léger pour freiner et la tête de la semi-remorque était entrée dans le trou. Le plateau derrière a barré la route. Le chauffeur a essayé de freiner de toutes ses forces. Mais lorsqu'arrivé sur le choc, brutalement, la voiture s'est soulevée et nous sommes entrés. Ce gros porteur aurait donc été propulsé au fond de ce ravin par cette semi-remorque qui revenait de Banganté et qui se rendait à Douala. Selon des informations puisées à bonne source, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule après un éclatement de roue. Ça a commencé légèrement, après ça descendait plus fort. On était en haut là. C'est comme ça qu'on a vu le gros porteur. La semi-remorque descendre. Ici au tournant, on a compris un bruit comme le tonnerre. Cet engin de la mort propulsera le bus dans le ravin avant lui aussi de finir sa course dans cette plantation. Après ce drame, le conducteur et son motoboy ont tout simplement fondu dans la nature. Il aura fallu l'intervention des secouristes de l'Université des montagnes de Banganté afin de retirer les 2 morts du gros porteur. Un enfant d'environ 4 ans et un homme, la cinquantaine bien sonnée. Une enquête a déjà été ouverte par les éléments de la gendarmerie afin de faire la lumière sur cet accident de la route qui a arraché la vie à 2 personnes. En sport, on parle de cette crise au sein du canon sportif de Yaoundé. Les supporters dénoncent le mauvais recrutement et pointent également un doigt accusateur sur l'ancienne équipe dirigeante. Des avis divergents recueillis au cours de la séance d'entraînement cet après-midi du canon sportif de Yaoundé. C'était au stade malien avec nos reporters Élisée Mbogba et Aïk Cyril. Seulement, vêtu de rouge, l'une des couleurs phares du Kwakoum, pour une séance d'entraînement qui démarre elle-même avec près d'1h30 de retard. Il y a de quoi penser que le canon sportif de Yaoundé est maudit.
C'est comme une malédiction parce que le canon même, on ne sait pas ce qui ne va pas avec notre équipe. Parmi les grands membres là, il doit y avoir ceux qui sont fâchés, ceux qui ne sont même pas fiers des autres, tout ça là. Le club de Nkolndongo broie du noir depuis le début de la saison. Mais les supporters savent très bien d'où provient le mal. Nous avons fait un mauvais recrutement au départ. Et c'est ça que nous sommes en train de payer cash maintenant. De mémoire de sportif, je n'ai pas vu une équipe qui est renouvelée complètement à 100%. Dans une équipe, lorsque le championnat finit, on se dit toujours que le meilleur recrutement, il faut déjà préserver un noyau des anciens. Et le Canon a ce problème-là. Le fait que d'avoir laissé partir tous les anciens, c'est un gros problème. Pour être plus précis, les fauteurs de troubles au sein du Canon sportif de Yaoundé sont clairement identifiés. C'est le Côte Pagou qui a effectué ce recrutement. Et ce sont ces joueurs qui sont là. Aujourd'hui, on n'a pas de résultats. Je pense que l'ancienne équipe, en l'occurrence Madame la PCA, Madame Ekouseline, a quand même des explications à donner. Je considère cela comme un sacrilège parce que le Canon sportif de Yaoundé a été attaqué dans ce qui, il me semble, ce qui lui reste de sacré, dans l'intégrité morale. Bouleverser toute une équipe comme ça, où on prend des autres qui viennent de partout, il n'y a personne qui a l'âme de l'équipe. Je trouve quand même ça assassin. Au dit des supporters, c'est une situation qui contraste avec le passé glorieux des Mekong Mengonda. Par le passé, on a même été en plein semi-professionnalisme. Les joueurs de Canon n'avaient pas faim. Les joueurs de Canon n'avaient pas faim. Je pense que ceux qui nous ont précédés avaient réussi à ce niveau-là. Donc, ils essayaient de mettre des joueurs dans des sociétés. Ils avaient leur salaire là-bas et donc ils venaient à l'entraînement. Maintenant, pendant les matchs, pour chercher leur prime de match. Donc, au moins, on était sûr que tous ceux qui viennent à l'entraînement ont quand même mangé à leur faim. Tout n'est pour autant pas fini. Pour sauver le Canon du naufrage, les sages doivent s'asseoir et trouver une solution. Je propose de revenir sur cette actualité autour de l'élection présidentielle au Nigeria. Muhammadu Buhari, qui est le nouvel homme fort, il a été élu. C'est pour les résultats rendus publics ce jour. Je propose d'ailleurs son portrait, dressé ici par Marcelin Ganson. Né le 17 décembre 1942, le nouveau président du Nigeria est le 23e enfant de son père, décédé alors qu'il n'avait que 4 mois environ. C'est donc sa mère qu'il a pratiquement élevé. Le 7e chef de l'État du Nigeria ne goûte pas pour la première fois aux délices du pouvoir. Il avait déjà occupé le fauteuil présidentiel entre le 31 décembre 1983 et le 27 août 1985. C'était à la suite d'un coup d'État militaire. En 2003, 2007 et 2011, il aura tenté de revenir sur la scène sans succès. Mais 2015 aura finalement été la bonne pour ce major général originaire de Dora dans l'état de Katsina. Muhammadu Buhari, qui se décrit comme un converti démocrate, a rejoint l'armée nigériane en 1961. Il va gravir tous les échelons et grades jusqu'à sa consécration comme général. Il vit alors l'aboutissement d'une riche carrière faite de hauts et de bas, tant il aura eu des ennuis sous le règne des différents présidents qui se sont succédés au pouvoir. On retient de lui qu'il a été entre autres gouverneur de l'État du Nord-Est et commissaire fédéral chargé du pétrole et des ressources naturelles. Même s'il a traîné beaucoup de casseroles, sa poigne a également forcé le respect au point de faire de lui le nouvel homme fort du Nigeria à 72 ans. Ayant échappé à un attentat à la bombe perpétré par Boko Haram en juillet 2014, Muhammadu Buhari a pris l'engagement d'améliorer la sécurité au Nigeria au cas où il remportait les élections générales. Un engagement qui a fait visiblement grimper sa cote en peu de temps, faisant de lui, en ce 31 mars 2015, le président de tous les Nigérians. Il porte l'espoir de tout un peuple de retrouver définitivement la paix. Des élèves du secondaire au contact des professionnels à l'école de la Sonara, des élèves des classes de 3e et de seconde ont reçu les clés ouvrant les portes de leur métier d'avenir. C'était samedi dernier à Limbé, à l'occasion de la 2e édition du Forum des métiers. Reportage.
Plus de 400 élèves du bassin d'enseignement de Limbé réunis dans la cour de l'école de la Sonara ce samedi 28 mars 2015. Hormis les élèves de la section secondaire de l'école de la Sonara, ils viennent aussi des établissements privés francophones et bilingues de Limbé. Tous sont venus voir un peu plus clair dans leur futur destin. Et ce dans le cadre du Forum des métiers, édition 2015. Au cours de ce forum et des différents forums, quand on prend les élèves à partir de la 3e, ils peuvent grâce à ces forums successifs rencontrer une douzaine de professionnels dans 12 corps de métiers différents et se déterminer en terminale plus facilement vers des études et des métiers qui leur ont été présentés et qui leur plairont. Ça leur permet d'être beaucoup plus motivés et de réussir leurs études plus tard, surtout après le baccalauréat. Le Forum des métiers 2015 à l'école de la Sonara, contrairement à la première édition, a élargi son assiette. On a accru l'offre par rapport aux demandes de nos élèves qui souhaitaient rencontrer des nouveaux métiers. On a pu ainsi faire venir les métiers de la mer, des métiers autour de la communication, autour de la justice, et puis le 4e métier m'échappe, l'hôtellerie, oui, merci. Organisé en 3 exposés, le forum a permis aux élèves de rencontrer les professionnels de divers corps de métier. Ici, dans l'atelier administration, le sous-préfet déconseille ce métier à tous ceux qui ont fait de l'enrichissement une priorité. Un sacerdoce qui procure de nombreux avantages par-dessus tout. Je suis tentée de compter parce que dans la fonction publique, ça m'intéresse aussi parce qu'il a parlé des avantages. Oui, dans la fonction publique, il y a beaucoup d'avantages. Vous voyez, c'est très bien de rencontrer des autres personnalités, comme il a dit tantôt, des ministres, aller à la présidence. Autre domaine dont les élèves voulaient percer le mystère, les professions juridiques. On leur a donné des éclaircies sur la position de magistrat. Qu'est-ce que c'est qu'un magistrat? Comment doit se comporter un magistrat? Qu'est-ce que la loi représente pour un magistrat? Et je crois que ça a été assez édifiant pour eux et ça pourra les servir demain pour eux quand ils auront à faire le choix d'une profession. Et le résultat est là. Je suis satisfaite. Ils m'ont bien expliqué ce qu'il faut faire, les étapes à suivre, les risques même, mais ça ne me décourage pas. Quand aller faire le droit après entrer à l'INAM. Un autre qui est venu entériner son choix pour le métier des armes, c'est le jeune Emmanuel Timi Minkoulou. Sa démarche en dit long. Je suis décidé à entrer dans l'armée parce que l'armée pour moi, c'est pas pour l'argent, c'est pour l'amour de la patrie, aussi mon peuple. Des choix qui ont certainement été influencés par l'approche pédagogique. C'était plus qu'un exposé, c'était une causerie. Donc je voulais qu'on discute, qu'on échange, qui pose tout genre de questions pour que terre à terre, sans forcément user du jargon technique qui sera trop lourd, un peu trop abstrait, pour qu'on discute et qu'ils puissent avoir des éclaircies sur tout genre de questions concernant le corps d'armée, l'armée de l'air ou bien l'armée en général. Le Forum des métiers 2015, une occasion pour les élèves du secondaire de choisir une formation qui leur ouvrira les portes de la Sonara, pourquoi pas. On leur a fait comprendre que les emplois dans l'informatique, on pouvait les trouver, que ce soit dans les grandes entreprises comme la Sonara ou ailleurs, ou dans les SSI. Ils pouvaient, tout comme ils peuvent s'auto-employer. Pour rentrer à la Sonara, bon, le métier d'ingénieur, il est tellement vaste que les possibilités d'emploi sont multiples. Évidemment, la Sonara, puisque moi-même, je suis un agent Sonara depuis 2 ans. Exit le Forum des métiers 2015. La prochaine édition, elle, sera organisée par un autre directeur à la tête de l'école La Sonara, le CER. Et lui, appelé à d'autres fonctions. Voilà pour ce qui est de la première partie de ce journal. Dans quelques poussées de secondes seulement, vous allez nous retrouver avec Charlotte Dipanda, qui est l'invitée de ce journal. A tout de suite. C'est l'une des artistes les plus en vue actuellement au Cameroun, l'une des les plus belles voix d'ailleurs, la diva de la chanson camerounaise, Charlotte Dipanda, est l'invitée du 20h. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Étienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, au Cameroun, et plus précisément à Douala, depuis samedi, comment s'est passé le premier contact avec vos fans que je présume étaient très nombreux à l'aéroport? Voilà, tout à fait. J'étais très émue quand je suis arrivée à l'aéroport. J'ai vu tout ce monde qui m'attendait. Et ça m'a vraiment donné la force nécessaire pour
pour attaquer les prochaines dates en fait. Voilà. Il faudra d'ailleurs plus d'efforts pour ces 2 concerts annoncés, le 10 et le 11 de ce mois. Mais avant, on parle de ce 3e album, Massa, sorti déjà quel mois? Au mois de février, le 5 février, l'album il est sorti. D'accord. Alors, pourquoi déjà avoir choisi le titre Massa pour cet album? Ça signifie quoi exactement? Déjà, Massa, c'est l'une des chansons des 10 titres que porte l'album. Et dans Massa, pour moi, c'était la chanson qui pouvait véritablement illustrer, en tout cas, toute la dimension que je voulais donner à cet album. Dans Massa, je parle de la responsabilité de nos dirigeants. Je m'adresse à eux en disant de combien de morts vous faudra-t-il pour que vous vous sentiez concernés. Et j'appelle surtout aussi à la responsabilité en tant que citoyen de dire que si on veut un meilleur monde, une meilleure société, chacun de nous devrait quand même se sentir concerné. Mais avant la mise sur pied de ce 3e album, il y a quand même eu un single qui est d'ailleurs l'un des titres phares de cet album. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu quoi? C'est un clin d'œil que je fais à toutes les mamans qui sont parties trop tôt. Et il me semble que cette chanson, au vu de l'impact qu'elle a dans la vie de tous ceux qui l'aiment aujourd'hui, qu'on a eu raison de choisir cette chanson en tant que single parce que c'est une chanson qui finalement concerne beaucoup de personnes, beaucoup de gens, même ceux qui ont encore leur maman se reconnaissent aujourd'hui. À la conférence de presse, il y a une dame qui m'a dit ça faisait 5 ans que je ne parlais pas à ma mère et grâce à cette chanson, en tout cas, on s'est réconciliés. Alors, qu'est-ce que ce 3e album représente dans votre carrière? Pour moi, c'est l'album de, je dirais pas de la maturité parce que c'est une maturité qui est continuelle, c'est une maturité qui ne peut être ponctuelle. Et dans cet album, en tout cas, j'ai essayé d'établir un pont entre tout ce que j'avais déjà fait jusqu'ici, donc depuis MISPA, et surtout de préparer les gens à cette fusion que j'aimerais en tout cas leur proposer sur le 4e album. D'accord. Il faut dire qu'avant Massa, il y a quand même eu d'autres titres, notamment Doubé Lam, j'espère que je prononce bien, sorti en 2012 et MISPA en 2008. Tout à fait, tout à fait. Finalement, quand je me retourne, je me rends bien compte de tout le chemin qui a été fait. D'ailleurs, en 2011 aussi, il y avait déjà l'album avec Jeannot Hins, à qui je peux rendre hommage aujourd'hui en lui disant merci en tout cas de m'avoir mis le pied à l'étrier. Vous parlez là de vos débuts de mes tout débuts, parce que finalement, je pense que quand je suis arrivée avec mon album MISPA en 2008, les gens se souvenaient encore de ce que j'avais fait avec Jeannot Hins. Donc c'est vraiment ça mes débuts en 2001 avec Jeannot Hins. Même si je n'étais pas dans ce projet-là en tant qu'artiste, je chantais les œuvres de Jeannot. Mais en tout cas, les gens me parlent encore de Longuet et de Ndando aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça les a marqués. Alors, on note quand même qu'il y a eu un écart entre MISPA, le premier album, qui est sorti en 2008, et 4 ans plus tard, vous sortez Doubé Lam, et 3 ans, vous sortez Massa en 2015. Alors, est-ce que vous avez un chronogramme particulier, des espacements voulus, ou bien c'est juste une question de temps? Ils ne peuvent pas être volontaires parce que on ne décide pas de faire un album et puis finalement on a l'inspiration pour le faire. Je pense que c'est peut-être un cycle chez moi, 3 ou 4 ans. Il me faut ce temps-là minimum pour pouvoir avoir suffisamment de choses encaissées pour pouvoir les transmettre par la suite sur des albums. Alors, je vous souhaite qu'on revienne donc sur ce 3e album, puisque c'est l'actualité. On note quand même qu'il y a eu assez de beaux mondes qui ont participé pour la mise sur pied de cet album. On a un Cap-Verdien, deux Sénégalais, Fernando Andrade, un Congolais, Brésilien, un Camerounais. Pourquoi ce brassage? C'est ce que je disais tout à l'heure précédemment. Je disais que pour moi, Massa, c'est le pont. C'est vraiment le pont entre MISPA et le 4e album. J'ai pas voulu faire une sorte de scission brutale, de dire je vais rompre tout de suite avec tout ce que les gens aiment déjà de moi, mais je prépare les gens à cette évolution-là en disant notre culture, elle est riche, mais elle serait davantage riche de montrer qu'on peut la mélanger avec les autres cultures, d'où toutes ces interventions. Alors, qu'est-ce qui aurait davantage influencé Charlotte Dipanda pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui? Je pense que c'est la société dans laquelle on vit. Comment ne pas la dire? Comment ne pas, en tout cas avec ces mots, donner une lecture de cette société dans laquelle on vit, qui a tous les mots, mais qui a aussi ces moments de bonheur et de plaisir finalement. Alors, je vais vous citer comme ça à la volée avec quelques noms des artistes et vous allez me dire ce que vous pensez d'eux. Césaria Evora.
la dame aux pieds nus. D'ailleurs, je suis pieds nus sur scène depuis le début de ma carrière. Et j'espère en tout cas, il y a beaucoup de gens qui me disent que ma voix leur évoque celle de Césaria Evora. Et c'est un magnifique compliment. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de travailler sur Massa avec son arrangeur Fernando Andrade. Toto Guillaume? Dibena, c'est vraiment un aîné que j'admire énormément. Pareil, j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui sur Boubelam. Alors, on parle à présent de ce concert. Qu'est-ce qui fera la différence pour ceux qui devraient se rendre au Castel Hall? C'est le 10. Au Castel Hall, le 10 avril au Castel Hall. Ça sera du copier-coller de ce qui sera à Douala, à Yaoundé, à Douala, ou bien là vous allez faire un peu de différence? Enfin, pour ceux qui ont l'habitude de venir à mes concerts, ils savent très bien que c'est difficile de chanter même la même chanson, la chanson que j'ai chantée la veille, de la même façon le lendemain. Mais néanmoins, le spectacle, son ossature sera identique parce qu'on ne peut pas changer le visage d'un spectacle en 24 heures. Ce n'est pas possible puisque nous, on le prépare pendant plusieurs semaines, d'ailleurs plusieurs mois. Mais ce qu'il y aura de plus dans ce spectacle que je n'avais pas fait jusqu'ici, je pense en tout cas que ce sera l'approche technique. Ce sera vraiment le rêve que j'aimerais en tout cas pouvoir partager. Du live? Bien évidemment, toujours. Je suis toujours en live et je voudrais partager en tout cas un bout de rêve avec le public camerounais et j'espère que ceux qui viendront, j'espère nombreux, le 10 avril au Castel Hall, et en rentrant chez eux, ils seront contents d'avoir passé un bon moment de musique avec nous. Alors, je souhaite qu'on parle un peu d'un sujet qui n'a pratiquement pas un lien direct avec votre concert, du moins c'est l'actualité. Au Cameroun, quel type de relation est-ce que vous entretenez avec les artistes ici? Puisqu'il faut signaler que vous ne résidez plus au Cameroun depuis un certain temps. Je pense qu'on a des rapports plutôt cordiaux, je dirais. Parce que je veux dire que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai été choriste pendant plusieurs années, presque une dizaine d'années, et que j'ai quasiment accompagné tous ces artistes-là. Donc finalement, on a des rapports de grands frères ou de grandes sœurs et de petites sœurs qui parmi sont... ces artistes-là, vous avez quand même certains qui vous ont émerveillé, qui sont en quelque sorte vos idoles? Il y en a beaucoup, je dirais une chanteuse extraordinaire, Annie Anzoer par exemple. J'ai aimé travailler avec elle quand je commençais ce métier. On a des artistes comme Ben Deka, comme Grace Deka, enfin il y en a beaucoup. Derrière qui j'ai énormément appris, en tout cas dans ce corps professionnel. Alors, on parle également eu beaucoup de bruit autour de la gestion des droits d'auteur et droits voisins. Au Cameroun, vous êtes certainement au courant. Alors, ça ne vous fait pas peur de savoir qu'au Cameroun, la situation perdue, c'est pas toujours la clairvoyance dans la gestion des droits des artistes camerounais? C'est pas de la peur, mais c'est plutôt de la tristesse de se dire qu'on peut se donner autant de mal et qu'au final, quand l'album il sort, en fait, il n'a aucune valeur marchande et qu'on ne considère pas le travail qui a été fait, fourni en tout cas pour pouvoir proposer cette qualité de produit. Je ne sais pas quoi faire, je suis complètement impuissante et je pense qu'on est nombreux d'ailleurs à l'être dans ce cas-là. Alors je crois que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent m'en voudront de vous laisser partir sans toutefois nous faire un a cappella. Ça sera peut-être au choix avant de mettre un terme à cet entretien. Nongelete moe na menande si sango gomiyande mo dimende so wala oboso neitapon nabia na wando mendebe. Voilà Charlotte Dipanda que vous retrouverez donc du côté du Castel Hall le 10. Et le 11 au Palais des Sports, voilà. Alors Charlotte, vous restez avec nous, on passe juste cet élément, l'actualité majeure. C'est l'élection au Nigeria, c'est le grand voisin à notre pays, en vous proposant cette première analyse du professeur Stéphane Akwa, qui a été rencontré par notre reporter Guy Zogo de côté de Yaoundé. Analyste politique, on vient d'avoir les résultats de l'élection présidentielle nigériane avec la victoire du général Buhari. Alors, quelle première analyse on peut faire? C'est une demi-surprise pour deux séries de raisons. Tout d'abord, la compétition a été serrée entre les deux hommes, entre Goodluck Jonathan et son challenger Muhammadu Buhari. Et on a vu au cours du week-end que les résultats se tenaient, qu'il y avait très peu de différence entre les deux. Donc, il était évident
que si la victoire penchait d'un côté ou de l'autre, ce serait sur une marge réduite. Mais cela voulait dire aussi l'indécision des Nigérians, peut-être la difficulté pour eux de trancher entre deux types de propositions. Buhari, qui a l'image d'un homme plutôt intègre, qui a eu cette réputation-là d'avoir mené le Nigeria, même si c'était du main de fer, mais peut-être certains s'en souviennent d'une façon positive. Et puis Goodluck Jonathan, qui a quand même réussi à imposer sa position en dépit du fait que, on le sait, la question de sa légitimité et le fait qu'il ait pour certains volé le droit d'être président alors que d'autres voulaient activer une logique d'axe nord-sud et donc de restituer au nord la présidence qui avait été entre les mains, mais d'une façon plutôt éphémère, les mains de Yar'Adua. Donc aujourd'hui, la situation de ce point de vue-là est tranchée et on sait désormais qui est le président du Nigeria, mais aussi, ce qui est une demi-surprise, c'est effectivement de voir que finalement, ce Nigeria que l'on attendait explosif et dont on pensait que cette élection serait un enjeu capital a su gérer de façon adulte, de façon sereine ce rendez-vous avec très peu de contestation. Et on redoutait et beaucoup observé la situation dans les fiefs de chacun des candidats, savoir si leurs principaux soutiens accepteraient la défaite de leurs favoris, si au nord la victoire d'un chrétien à nouveau allait être acceptée, ou si au sud la victoire d'un musulman, quand on sait aujourd'hui quelle est la situation du Nigeria par rapport à certaines questions délicates et notamment du radicalisme religieux et musulman en particulier. Et on voit que finalement ces appréhensions n'ont pas été suivies pour l'instant, croisons les doigts, de mouvements, de protestations, de mauvaise humeur, voire de violence, quand on sait pourtant que ce pays est coutumier, quand il s'agit effectivement de manifester, est coutumier de la violence et c'est très vite versé dans l'excès pour manifester, pour contester. Alors, on sait aussi cette élection de Mohamed Buhari, on sait également à ce sujet qu'il y a les rapports avec le Cameroun, notamment la lutte contre Boko Haram. À quoi doit-on s'attendre avec ce nouveau président de M. Buhari qui arrive? On doit s'attendre à quoi dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et notamment la coopération avec le Cameroun sur ce dossier-là? C'est une grande inconnue. D'abord parce qu'effectivement on ne connaît pas officiellement les positions, même si M. Buhari n'est pas un extrémiste, il n'a pas dit clairement ce qu'il comptait faire contre Boko Haram, il ne va pas accepter la secte et je pense d'ailleurs que les soutiens qu'il a eus, et notamment la communauté internationale, viennent peut-être du fait qu'il représente aux yeux de certains le meilleur rempart contre Boko Haram, mais on n'a pas encore clairement lu les intentions de M. Buhari, notamment quant à l'alliance, la coalition, la force multinationale qui s'est dressée contre Boko Haram, savoir si lui continuerait à œuvrer dans ce sens-là ou s'il avait au contraire le souci de l'orgueil nigérian et de revitaliser l'effort des forces armées. Vous l'avez souligné, c'est un militaire, un ancien général, un général à la retraite et on peut croire que pour redonner du prestige et redorer le blason d'une armée qui a été très souvent pointé du doigt et dont les faiblesses ont été indexées par de nombreuses analyses, on peut croire qu'il va essayer de faire en sorte que la solution nigériane au problème Boko Haram soit la priorité. Maintenant, les relations avec ses voisins, notamment nous, le Cameroun, qui sommes le voisin essentiel du Nigeria, la fédération nigériane, dans la situation économique que l'on connaît, mais aussi effectivement géopolitique que l'on traverse actuellement, elles dépendent aussi en partie de ce que nous, au Cameroun, de ce que le gouvernement de Yaoundé va décider et de savoir si on lui tend la main, il la saisira. Parce que jusqu'à présent, on le voit, la froideur des relations entre Goodluck Jonathan jadis et Paul Biya ne tenait pas seulement à des questions de personnes, à des inimitiés, d'ailleurs il n'y en avait aucune puisqu'ils ne se connaissent pas, mais plutôt à une absence de pratique de collaboration en dehors du règlement et de la suite qu'il fallait donner au règlement de la question de Bakassi. Peut-être aujourd'hui, les efforts sont nécessaires et certainement ce serait un geste diplomatique et politique fort. M. Biya pourrait lui prendre les devants et ne pas attendre que M. Buhari le sollicite. Peut-être à ce moment-là, on aurait la reconduction d'une alliance où effectivement on aurait là le signe que deux partenaires se rencontrent, se retrouvent et se mettre d'accord sur un objectif. Mais cela fait partie des hypothèses parce qu'il y a plusieurs inconnus, autant du côté de Yaoundé, on sait que notre pays a beaucoup de mal à sortir de son isolement, il a une pratique prudente des relations avec autrui, et puis on ne sait pas aussi si M. Buhari, dans son calendrier, a fixé comme priorité la lutte contre Boko Haram. Il y a évidemment une situation économique qui est florissante, qu'il faut stabiliser, il y a la reconstruction d'un lien entre le nord et le sud qui a été fragilisé depuis de nombreux mois.
j'allais dire pratiquement depuis l'arrivée de M. Goodluck Jonathan à la présidence à Abuja. Ce sont des priorités à l'intérieur du Nigeria qui peut-être feront passer au second plan ou alors à un moyen terme la question des relations internationales, les relations du Nigeria avec ses voisins, même si pour la question de Boko Haram, qui est une question interne au Nigeria, la position du Tchad, la position du Cameroun, la position du Niger compte aussi dans la solution que M. Buhari pourrait trouver à ce problème-là. Nous sommes toujours sur ce plateau avec notre invitée Charlotte Dipanda. Alors Charlotte, vous avez suivi cette actualité. La politique, ça vous dit quelque chose? Oui, ça évoque certainement quelque chose à ceux qui ont le talent d'en faire. Vous particulièrement, ça ne vous intéresse pas? C'est déjà pas si facile d'être artiste. Je pense que j'ai déjà pas mal de choses à gérer. Voilà, on parle à dire du milieu où vous vous sentez le mieux, c'est-à-dire la musique. Et le titre phare de l'album Massa, le troisième de votre discographie. Est-ce que cet album, c'est plusieurs genres? On a l'impression, on commence doux au début, on finit avec quelques notes de la rumba. Je me trompe. C'est ce que je disais. Je disais que pour moi, Massa, c'est vraiment le pont. C'est un pont qu'on a construit pour préparer les gens à véritablement aller vers un métissage. Vraiment de dire aux autres, ben voilà notre bagage, qu'est-ce que notre bagage peut vous inspirer. Donc c'est vraiment ça, c'est une invitation à l'ouverture. Quels sont les autres rythmes que l'on retrouve dans l'album Massa? Eh bien, ils sont essentiellement des rythmes de chez nous, sauf que comme je dis, le fait d'inviter par exemple un percussionniste brésilien, eh ben, un percussionniste brésilien ne va jamais pouvoir jouer comme un percussionniste camerounais, donc il va apporter sa culture, en tout cas sa vision de ce que la musique de chez moi lui évoque, et c'est ça qui fait le beau mélange finalement. Donc tout le monde peut se retrouver, tous les mélanges peuvent se retrouver dans ce troisième album. C'est l'objectif, et j'espère en tout cas que ce sera le cas. D'accord. Avant de mettre définitivement un terme à ce journal, vous rappelez rapidement les dates de concert? Nous sommes en concert à Douala le 10 avril à partir de 19h et le 11 avril au Palais des Sports à Yaoundé à partir de 19h aussi. Voilà, Charlotte Dipanda, vous nous avez fait la cappella de Massa. Nous souhaitons qu'on sorte par Elle ne l'a pas vu. Aliyatelonge labina usaba munyenge binyola sibi loberi musima lusidimiana nikaino wanyambe na belemo tomimbubi tombandi bati ya moedube alabe tomba silane tomba aye alabe tomba silane tomba we ya mama miomba we maman n'a pas vu. Merci, vous avez une très belle voix, j'aurais bien voulu vous accompagner, mais j'allais fausser la note. Merci Charlotte Dipanda et bon vent dans votre carrière. Merci et surtout beaucoup de réussite pour les 2 concerts à venir. On touche du bois. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons que vous serez davantage nombreux demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, restez sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent.